Voici le séminaire qui commence, un moment très attendu. Je pense que nous sommes tous très heureux ici d'accueillir Kamel Daoud, qu'il est en fait inutile de présenter. C'est une figure majeure de la littérature de langue française contemporaine. Voilà. Je pourrais m'arrêter là. Kamel Daoud est vous le savez, un écrivain, journaliste algérien et français, d'expression française, qui a une œuvre maintenant assez considérable, une œuvre romanesque qu'on avait d'abord connue avec Meursault, enfin, il y a d'autres romans avant, parus en Algérie, mais on l'a surtout connu d'abord avec Meursault contre enquête, hein, qui avait obtenu plusieurs prix, et en particulier le prix Goncourt du premier roman. Il est aussi l'auteur de nouvelles, de chroniques, d'essais, un essai passionnant sur une nuit passée au musée Picasso, le peintre dévorant la femme, paru chez Actes Sud et qui a obtenu le prix de la Revue des Deux Mondes, un livre d'art avec de photographies de Raymond Despardons, commenté par Kamel Daoud, Son œil dans ma main, Algérie, 1961-2019. Il a préfacé un texte de philosophie arabe, Robinson Cadix, traduit par Jean-Baptiste Brenet chez Verdier. Il a fait beaucoup de choses, et puis j'ai oublié l'essentiel, mais c'était un peu à dessein, puisque vous l'avez tous en tête. Il est aussi l'auteur, très dernièrement, de Houri, roman chez Gallimard, qui a obtenu le prix Goncourt. Donc voilà, le prix Goncourt 2024. Donc c'est le plus grand prix de notre système littéraire. Et Kamel Daoud donc est une figure bien connue, et figure aussi de grands écrivains, mais de grands écrivains engagés. Hein. Et c'est ce que nous allons voir et entendre maintenant. Je suis ravi de donner la parole à Kamel Daoud pour un propos donc le titre n'a pas changé, hein, c'est toujours le même. C'est le même. C'est le même. Hein, donc c'est intitulé La bataille d'Alger, une interprétation continue de l'histoire algérienne. Bienvenue Kamel Daoud au Collège de France, et je vous donne la parole. Merci, bonsoir ou bonjour. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Ça donne envie de fuir ou de briller. Donc, je ne fuirai pas. Je voulais commencer par 2 ou 3 points rapides. La première des choses, c'est que je dédie cette intervention à Boualem Sansal, toujours emprisonné à Alger, pour ce qu'il est et ce qu'il écrit. Ne l'oublions pas, parce que nous oublierons la meilleure partie de nos vies, et ce qu'il s'agit de défendre ici et ailleurs, c'est la liberté, c'est l'écriture, comme vous le savez tous. Parce que si vous l'oubliez, un jour ça arrivera ici en France. Et j'en viens à cette conférence. Je n'ai pas l'habitude des conférences académiques, je suis quelqu'un qui aime converser et écrire, mais j'ai fait un effort. Un écrivain espagnol du nom de José Carlos Somoza écrivait ceci dans son roman « La clé de l'abîme ». J'ouvre les guillemets. « Nous savons que la Bible prétend être la parole de Dieu, tandis que les Mille et une nuits sont un recueil de contes fantastiques. Le rabat, R-A-B-A-T, c'est ça, ce que nous savons ou croyons savoir sur ces livres. Maintenant, imaginez que la Bible et les Mille et une nuits aient échangé leur rabat il y a des millénaires. Les aventures de Yahvé constitueraient un délice pour les petits-enfants, pendant que de nombreux dévots auraient été torturés pour avoir nié l'existence de Sherazade. » Fin de citation. De quoi s'agit-il pour moi? De quelques questions qui sont l'objet de ma réflexion depuis des années. 1. Est-ce que la violence peut être légitime pour atteindre la liberté? Reste-t-on libre de cet usage après la péremption de sa légitimité? L'histoire de décolonisation algérienne justifie-t-elle l'usage de la violence? L'indépendance algérienne est-elle la fin heureuse de la violence ou bien simplement un imaginaire qui veut ignorer sa perpétuation aujourd'hui? L'histoire est-elle une fiction consacrée? Autorise-t-elle un pessimisme de la connaissance ou bien une lucidité sur le pouvoir et la faiblesse de la mémoire?
À quel moment l'histoire devient une autofiction? Comment le réussit-elle? L'interprétation est-elle l'usage du texte selon des prétextes ou bien une réelle volonté de connaissance? Ces questions ne sont pas nouvelles. Elles ont été traitées pour certains dans un roman comme Anatomie d'un instant, publié en 2009 par Javier Cercas, l'Espagnol. Cet auteur pose les mêmes questions à propos du passé immédiat de l'Espagne post-franquiste. En voici le résumé édité. Madrid, 23 février 1981. Tout le Parlement est pris en otage. Près de 400 députés plongent sous les fauteuils de l'hémicycle et 3 hommes debout affrontent leur destin. Chronique des événements. En voici aussi quelques extraits qui éclairent l'objet de cet essai fiction. Guillemets, la télévision contamine d'irréalité tout ce qu'elle touche. Et quand un événement historique change d'une certaine façon de nature, s'il est retransmis par la télévision. Par exemple, un coup d'État. Le fait que le coup d'État espagnol ait été filmé garantit tout à la fois sa réalité et son irréalité. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous une réflexion que je mène depuis des années sur un film que peut-être vous connaissez, qui s'appelle La bataille d'Alger. C'est un film qui a été produit et réalisé et tourné en Algérie durant les premières années de l'indépendance. C'est un film marquant. Alors, je voulais les commenter à partir de certaines photos. Cette photo-là que vous voyez, cet homme qui est au milieu en costume gris s'appelle Karim Belkacem. C'est le signataire des accords d'Évian. On est en 1962. C'est lui, avec toute cette délégation-là que vous voyez, des hommes costumés, donc bien mis, belle apparence, soignés, qui arrivent, qui négocient avec la partie française pour la fin des 132 ans de colonisation. L'homme que vous voyez ici sera tué 10 ans plus tard. Il sera étranglé, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Francfort. Il sera étranglé par ceux qui prendront le pouvoir par la suite. La plupart des hommes que vous voyez ici seront disgraciés, tués, exilés, assassinés ou réduits au silence. Ce que vous voyez ici, c'est ce qui n'apparaît pas beaucoup pour l'observateur étranger. Vous voyez des hommes en costume. Ce sont un peu l'iconographie qui ne sied pas au mythe algérien politique moderne. La guerre a été menée officiellement par des militaires avec des armes. Des hommes avec des costumes ne correspondent pas à la mythologie algérienne actuelle. Ceux-là ont été disgraciés, effacés de l'histoire officielle. On ne les reverra plus, ni dans les manuels scolaires, ni dans l'espace public par la suite. Je voudrais qu'on commence par cela pour l'avoir bien en mémoire. Cette photo a été prise par un photographe français que j'aime beaucoup, que certains connaissent, Raymond Depardon. C'était le seul photographe qui était sur place. Il m'a raconté un peu cette matinée-là. Le matin, il se promenait, il voit Karim Belkacem en train de lire certains rapports ou un journal, il ne s'en souvient pas. Donc la tête penchée, un peu absorbée par la lecture du journal. Il voit Raymond Depardon, qui avait à l'époque 22 ans. Il s'en approche, il le regarde, puis il replonge dans son journal ou son rapport. Et Raymond me raconte qu'il avait pris cette photo. Ce que l'on ne sait pas, c'est que cet homme est venu pour signer alors qu'il s'est fait opérer 2 jours avant. Il avait une appendicite, c'était un homme qui était en souffrance. Et c'est une photo iconique. On voit cet homme-là qui est préoccupé, qui connaît déjà les dissensions algériennes post-indépendance et qui va en payer le prix par la suite. Pardon. Celui-là, celui que vous voyez ici, s'appelle Abban Ramdan. Elle, c'est son épouse. Lui, c'est un des idéologues du FLN de l'époque. Il sera lui aussi assassiné par ses pairs. On est, je pense, à la fin des années 50. Lui aussi sera assassiné par ses pairs. Alors, j'ai besoin de poser ceci en préambule. Ce que vous voyez ici, sur le côté droit, c'est Pontecorvo, le réalisateur italien. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le réalisateur de la bataille d'Alger. Celui que vous voyez de ce côté-ci, c'est Youssef Saadi. Youssef Saadi était à la tête des militants indépendantistes du FLN à Alger. C'est lui qui avait mené, organisé et conçu la bataille d'Alger, les fameux événements qui allaient de 56 plutôt jusqu'à 57 et 58. Ces 2 hommes se rencontrent, là ils sont à Alger et ils sont sur le projet du fameux film La bataille d'Alger. Alors, pourquoi ce film est fascinant pour moi? Ce film a créé quelque chose qui est inédit. Il a créé une autofiction algérienne et une fiction internationale. Beaucoup de gens qui regardent les événements d'Algérie ou la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, la voient à travers ce film. Je ne parle pas du public français, plus ou moins averti, et du public algérien, mais quand vous voyagez, vous rencontrez beaucoup de gens qui croient que la bataille d'Alger est un événement documentaire sur des événements réels. Ça a eu 2 incidences. La première, c'est d'avoir créé une autofiction algérienne,
c'est-à-dire une revisitation de l'histoire telle qu'on la conçoit par la politique, non pas par la réalité. Et de l'autre côté, jusqu'à maintenant, on rediffuse ce film-là avec l'idée qu'il représente exactement les événements algériens, une autofiction algérienne et une fiction internationale. Vous allez dire en quoi c'est important. On va essayer de remonter un petit peu l'histoire. Ceci est la couverture du premier écrit par cet homme-là, Youssef Saadi. On est en 2009, je crois, l'année de son décès. Là, c'est au moment de son arrestation par les parachutistes français, on est à la fin de la bataille d'Alger. Et là, c'est un peu son dossier d'arrestation. On le voit ici. Cet homme a écrit un livre, on est dans les années, après l'indépendance, la première année, il a écrit un livre qui s'appelle « Souvenirs de la bataille d'Alger ». Pourquoi le fait-il? Parce qu'en 1962, le pouvoir est pris par un duo qui s'appelle Boumediene et Ben Bella. Et donc cet homme qui avait de la légitimité de guérilla urbaine, ils le mettent de côté. Il lui offre un petit statut de président d'une sorte de commission de rayonnement culturel pour le neutraliser. Il écrit ce petit livre et il va se promener un peu partout en France pour le proposer aux réalisateurs pour en faire un film. À l'époque, en France, ce n'était pas possible. La guerre et les souvenirs de la guerre étaient là et ils étaient un peu trop douloureux. Donc ce livre-là, qui n'existe plus, a été pris par Youssef Saadi. Il est dirigé par un Français vers l'Italie. Il rencontre Visconti, qui les conduit, qui le pousse vers Pontecorvo, que vous voyez ici. Pontecorvo, pendant la guerre, est venu à Alger pour réaliser un film qui s'appelle Le Para, pour raconter les événements d'Alger de 1954 jusqu'aux années 1958 à peu près. C'est le point de vue sur la guerre, mais à partir du point de vue français. Youssef Saadi lui propose quelque chose, il lui dit pourquoi ne pas faire un film du point de vue des Algériens, d'où la naissance du fameux film La bataille d'Alger. Donc, il se trouve, c'est à partir de ce moment-là qu'on a une confusion en Algérie entre la fiction et la réalité, c'est que le producteur de ce film, c'est Youssef Saadi que vous voyez ici, il est à la fois le producteur, il deviendra l'acteur, le scénariste et le financier de ce film-là. Et c'est un moment clé dans la conception de l'histoire en Algérie, parce qu'à partir de ce moment, le cloisonnement entre la fiction et la réalité est levé. Si ceux qui ont fait la guerre font les films, où est la réalité, où est la fiction? Et généralement, dans cette confrontation, c'est la réalité qui perd et c'est la fiction qui gagne. Alors, on va aller plus vite. C'est la bataille d'Alger. Cet acteur américain que vous connaissez. Dans ses mémoires, Youssef Saadi Pontecorvo raconte une histoire, une anecdote. Youssef Saadi aurait été approché par Pontecorvo pour lui dire « Écoutez, je prends le scénario, mais on va quand même choisir un acteur américain. C'est-à-dire, on va choisir Paul Newman. » Et Youssef Saadi, qui avait le sens du réel et de la propagande, lui dit « Mais si vous choisissez Paul Newman, tout le monde va penser que c'est un film. » Et c'est une phrase magnifique pour moi. Ça veut dire que dès le début, il y avait une politique et une pensée pour consacrer une pensée magique et une fiction nationale. Donc, Paul Newman est éliminé. Qui va jouer dans ce film-là? On a des acteurs. Là, on a Pontecorvo, on avait beaucoup d'acteurs. On est en 1964, à peu près 65. Donc, vous imaginez que le film a été joué par des acteurs qui ne sont pas des acteurs de profession. La plupart des gens qui ont vécu la bataille d'Alger seront les acteurs de la bataille d'Alger. Ils vont rejouer dans ce film-là. Celui que vous voyez, c'est celui qui va incarner le héros de ce film, qui s'appelle Ali Lapointe dans la réalité. Lui, beaucoup de charisme, beaucoup de présence en scène. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... Il incarne, c'est le corps fanonien par excellence, c'est quelqu'un qui incarne. Pour l'histoire, ce n'est pas un acteur, c'était un serveur. Donc, à un moment, c'est Pontecorvo qui le voit passer, servir quelque chose, et il dit, c'est lui, mon héros, c'est lui qui va jouer ce film. Et dès le début, comme pour toute l'Algérie, entre la fiction et la réalité, il y avait 3 problèmes. Un, il était trop brun. Donc, ils l'ont enfermé dans un hôtel pendant 6 semaines, pour lui éclaircir le teint. 2, il ne parlait pas français, et il ne parlait pas tout court. Donc, Pontecorvo lui a demandé juste de bouger les lèvres. Et pour moi, qui suis algérien, c'est une métaphore magnifique de cette histoire qui est doublée et ventriloquée dès le début. Celui-là même qui l'incarne ne l'incarne pas et ne la joue pas. Et celui-là qui la joue ne la réalise pas. Et celui qui la réalise n'est pas légitime. Par la suite, cet homme que vous voyez ici, magnifique, beau, charismatique, a joué ce film-là. À la fin du tournage de la bataille d'Alger, lui, il s'appelle Brahim Hadjiadj. Il joue le rôle de Ali Lapointe. On va voir sa photo. C'est qu'à la fin du film, il a refusé
depuis ce moment-là, de répondre à son propre nom et prénom. Il ne répondait plus, pour le restant de sa vie, qu'au nom de Ali Lapointe. Il était devenu le rôle qu'il avait joué. Très intéressant parce que ça concerne beaucoup de politiques en Algérie. Lui, c'est Ali Lapointe. C'était un proxénète, un délinquant, récupéré par le FLN à l'époque et qui est devenu un militant très actif. Il est l'une des forces de frappe de la bataille d'Alger. Il meurt durant une sorte de confrontation entre la brigade des parachutistes et les cellules du FLN. Juste pour l'anecdote, c'est aussi une pensée magique qui l'habille. On ne peut pas dire dans l'histoire officielle, au risque d'aller en prison, que c'était un proxénète. On peut dire que c'était un joueur, quelqu'un qui jouait aux cartes, c'était un délinquant, peut-être même qu'il peut boire de temps en temps, mais on ne peut pas dire qu'il est proxénète. Nous avons une histoire mythifiée, une histoire pure. Je continue pour l'anecdote. Alors, pour revenir à ces photos-là, nous avons Pontocorvo qui explique un petit peu à cet acteur comment il fait, parce que ça a été très difficile de le faire jouer. Une petite anecdote par exemple. Lors du tournage, le premier jour du tournage en Algérie de ce film, il y a eu un événement majeur. Cet homme-là que vous voyez, c'est Boumediene, le colonel Boumediene. Il mène un coup d'État contre le président algérien Ben Bella. Le coup d'État a eu lieu le premier jour du tournage. Les gens étaient dehors à Alger et ce qu'ils voyaient, c'était des chars et des militaires parce que le colonel Boumediene a fait passer le coup d'État sous le prétexte du film. C'est-à-dire que les gens croyaient que c'était la déco du film et non pas la réalité. Et là aussi, on est dans la confusion magique. C'est vraiment le sujet et l'objet d'un bon roman. Ce que vous voyez, c'est que les gens entouraient les chars en croyant que c'était le film de la bataille d'Alger, alors qu'en fait, c'était un coup d'État de Boumediene contre Ben Bella, que voici. Et donc, dès le début, Boumediene a appuyé le film, il l'a financé par valise pour essayer un peu d'habiller le coup d'État. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas eu lieu. Enfin, je n'ai pas connaissance d'un autre pays où, à la fois, on a joué un film et un coup d'État le même jour avec les mêmes figurants. Ici, proclamation du Conseil de la Révolution. Comme tous les coups d'État, il y a une littérature derrière, ça s'appelle le correctif révolutionnaire. C'était un jour férié jusqu'à récemment. Cet acteur-là a joué aussi dans plusieurs films que je trouve très intéressants. Par exemple, et ce n'est pas un hasard, c'est lui qui joua l'arabe dans le film de Visconti, l'adaptation de L'étranger d'Albert Camus, par la suite. Et c'est une incarnation. C'est quelqu'un qui a eu une vie très chaotique par la suite. Marlon Brando lui aurait proposé de jouer des films avec lui, mais à l'époque, on n'avait pas de problème de visa dans ce sens. C'est que pour sortir de l'Algérie, il fallait avoir une autorisation de sortie. Et donc, l'Algérie a décidé de ne pas l'autoriser à sortir. Donc, il a raté sa carrière. Il a fini malade avec une tumeur au cerveau. Il a été blessé dans une attaque terroriste parce qu'il a fini comme gardien d'une petite école à Alger. Regardez, c'était un très bel homme. Alors, pourquoi cette affiche? C'est une affiche de l'armée française, on est en mai 1958. C'est une affiche de propagande des militaires français à l'époque envers les femmes. N'êtes-vous donc pas jolie, dévoilez-vous. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Ça a créé un trauma et une incidence jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la littérature islamiste maintenant, ici notamment en France, on dit aux femmes, ne vous dévoilez pas parce que vous allez trahir votre généalogie, vos parents, votre culture et votre appartenance. La confusion entre identité et voile a une généalogie en France. Pourquoi j'en parle? Parce que dans le film de Pontocorvo, il y a eu un problème. Beaucoup de la partie algérienne avait refusé que l'on filme des femmes avec le haïk, parce que pour eux, c'était stigmatisant. Sauf que pour Pontocorvo, il disait « je ne peux pas incarner la femme algérienne habillée en européenne ». Donc ça a créé une petite tension entre les deux sur comment habiller la femme algérienne dans une histoire qui est à la fois cinématographique et mythifiée, une histoire qui est politique et qui ne devrait pas l'être. Les femmes qui jouent dans la bataille d'Alger, ceux qui ont vu le film se souviennent de deux choses peut-être. Un, elles ne parlent pas. Deux, elles n'ont pas de rôle en avant de la scène. Ce sont des femmes qui sont là pour être utilisées, pour déposer des bombes, convoyer des armes, etc. Le statut de la femme dans ce film-là n'est pas quelque chose qui a fait le consensus à l'époque. Ça a créé des tensions entre les deux producteurs du film. Ici, c'est la scène inaugurale, c'est la scène de la torture. Le film s'ouvre sur une image du corps. Il y a deux corps. Le corps magnifié, celui que vous avez vu, c'est-à-dire
l'acteur. Et ici, c'est la scène du corps du traître. Il est malingre, il est torturé par l'armée française, et il finit par donner des noms et révéler toute l'histoire. Juste pour l'anecdote, c'est que le jour du coup d'État, celui qui devait jouer ce rôle-là a été arrêté dans la réalité et il a été torturé dans la réalité. Il le raconte dans un documentaire autour de la bataille d'Alger. Je continue. Lui, c'est Daniel Timsit. Le film de la bataille d'Alger consacre du manichéisme. Il y a les Algériens et il y a les Français. Il n'y a pas de Français pro-algériens ou pro-indépendance. Il n'y a pas d'Algériens qui soient contre l'indépendance. C'est un film qui consacre le manichéisme absolu. Par exemple, Timsit était l'artificier et un des artificiers de la bataille d'Alger. Il est juif, donc il est exclu du film. Il ne figure pas. C'est un film qui ne porte pas sur la pluralité, mais sur une confrontation entre deux identités, plutôt que contre un projet colonial ou pas. Timsit a été évacué du film, mais pas uniquement. L'un des pères de la bataille d'Alger, c'est lui, Abban Amdan. Et puisque exécuté par ses pairs et par le FLN à l'époque, donc il sera exclu du film. Donc c'est la deuxième conséquence un peu de ce film, c'est de consacrer, un corps qui n'est pas réel, deux, une vision mythifiée, trois, de cacher une illégitimité politique, parce que c'est un film qui cache un coup d'État ou un coup d'État qui révèle un film, et surtout par la suite, c'est la consécration d'une histoire purifiée, réaménagée en fonction des puissances. Et à partir de ce moment-là est née pour moi la rupture en Algérie entre l'histoire mythifiée, l'histoire politique et l'histoire réelle. On ne peut pas raconter ce qui fut, mais ce qu'on doit imaginer. Je continue. Timsit. Le général, parce qu'il fallait bien incarner un antagonisme. Pour l'anecdote, c'est le seul acteur professionnel français. Donc c'est lui qui joua le général. Cette scène que vous voyez a été rejouée, selon les témoignages d'époque, plusieurs fois parce que Pontecorvo n'était pas content. Pour quelle raison? Il voyait trop d'humanité dans la silhouette de l'acteur. Et finalement, il a trouvé la solution en regardant un peu les gens autour de lui. Il a demandé à ce qu'il porte des lunettes. Il a demandé à tout le monde de rembourrer ses épaules avec des mouchoirs pour avoir l'air plus incarnant. Donc c'est le seul acteur du film. La bataille d'Alger, ça, ce sont les affiches de ce film-là, à l'époque. Et ça, c'est la consécration. Le film a été cité pour les Oscars 3 fois, nominé, et il a eu le Lion d'Or de la Mostra de Venise à l'époque. Ce que vous voyez ici, vous allez voir Pontecorvo, son épouse, Youssef Saadi, son épouse, celle au milieu, je ne sais pas qui c'est, mais vous ne verrez pas l'acteur principal, parce qu'il était interdit de sortir d'Algérie. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Ce que vous voyez là, c'est aussi quelque chose qui interpelle, c'est la cérémonie de mariage. On voit une femme, une jeune femme algérienne avec un jeune Algérien qui sont mariés par un membre du FLN. Ils ne sont pas mariés par un imam, mais un membre du FLN, ce qui est très important. C'est-à-dire que le FLN, à l'époque, voulait disposer de la légitimité de marier, de signer des contrats et de les rompre aussi. C'est une vision très laïque de la guerre d'Algérie qui sera plus tard contestée par les islamistes dans un révisionnisme très important. Cette photo a été prise en 1997. Elle s'appelle la Madone de Bent Alha, pour ceux qui la connaissent. En 1997, il y a eu beaucoup de massacres de masse en Algérie, autour d'Alger, à Relizane, un peu partout. Cette femme a été prise, la photo a été prise par un Algérien qui a eu la World Press, c'est la distinction la plus haute pour la photo. C'est un homme qui sera par la suite attaqué par les autorités algériennes, diffamé, on déposera plainte contre lui, on présentera cette femme pour dire qu'il a volé sa vie, etc. Pourquoi je vous en parle? Parce que le film de la bataille d'Alger était diffusé en Algérie depuis toujours, chaque année, à la veille de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. On arrêta sa diffusion pendant 10 ans, durant la guerre civile algérienne, pour des raisons que vous pouvez deviner. Est-ce que les rôles ont changé? Qui torture qui porte les bombes? Qui se réclame de la légitimité ou pas? Et c'est très important parce que, pour moi, c'est très signifiant. À partir de la guerre civile, on arrêta de diffuser ce film et on ne reprit sa diffusion que par la suite. On est au début de la guerre civile algérienne, donc c'est des photos que je voulais vous montrer. 2019, soulèvement en Algérie contre le régime de Bouteflika. Très vite, on glisse aussi vers la légitimité anti-française, encore une fois. Là, ce que vous voyez, ce sont des pancartes qui étaient portées, on voit le blé algérien, et on voit l'Algérie n'est pas à vendre, et le coq français, en train de piquer.
On est toujours dans la mythologie de la guerre à refaire et de la légitimité par le sentiment anti-français. Et ça aussi, c'est une des conséquences du film. Une des mythologies aussi incroyables qui se perpétue à l'extérieur, c'est que ce film est souvent présenté comme une sorte de film iconique qui représente l'orthodoxie de la lutte par la violence contre une occupation ou contre une autorité n'importe laquelle. On trouve ça sur les réseaux sociaux, quand la bataille d'Alger inspire les étudiants américains pour les derniers événements à Gaza. On aurait fait étudier ce film au Pentagone, en Israël, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, etc. Donc on est un peu dans une sorte de mythologie de soi qui plaît beaucoup et qui consacre l'image que c'est un film important. Ça, c'est un documentaire que je vous invite à voir si vous êtes intéressé par ce sujet. C'est tout ce qui s'est passé autour de ce film-là. C'est un documentaire qui a été fait, je pense, il y a 4 ou 5 ans, qui est très intéressant à faire. Alors, souvent, on pose la question à Pontecorvo, est-ce que votre film apprend à faire la guerre? Et souvent, il dit cette phrase que je trouve génialissime, mon film apprend à faire des films, il n'apprend pas à faire la guerre. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est antinomique de toute la mythologie consacrée autour de ce film-là. Pourquoi je m'y intéresse? Pour conclure très rapidement, pour une raison très simple, c'est que ce film-là finit par consacrer des idées toutes faites en Algérie et qui ne sont pas les meilleures. Le film consacre la fiction comme réalité consensuelle. La bataille d'Alger ne s'est pas passée telle qu'on dans le film, sauf que le film tourné avec les codes du documentaire consacre une réalité fictionnelle qui est maintenant prise pour la réalité réelle. On pense que la bataille d'Alger s'est passée ainsi, des Algériens contre des Français. On décomplexifie l'histoire et ça nous mène à des drames jusqu'à maintenant, de confrontation. Donc, 1, le film consacre la fiction comme réalité consensuelle. 2, la même mise des vétérans sur la fiction et donc sur la réalité. À l'époque, Youssef Saadi était à la fois acteur dans l'histoire, producteur et scénariste. 40 ans plus tard, nous avons maintenant des lois pénales qui font que toute production cinématographique doit avoir le visa des vétérans de la guerre. Toute production de l'imaginaire doit être adoubée par les vétérans de la guerre. Et c'est une même mise du politique sur la fiction dont les conséquences vont jusqu'à l'emprisonnement de Boualem Sansal. 3. Le manichéisme de la guerre d'Algérie et donc plus tard son islamisation, sa confrontation civilisationnelle. À partir du moment où on pose la guerre d'Algérie comme des Algériens contre les Français, on finit par obtenir le glissement de c'est une guerre entre musulmans contre des Français, de croisades et chrétiens. Ça ne percole pas en France, mais maintenant c'est un peu cette matrice-là qui a force d'imaginaire et de fiction en Algérie. Une confusion, réalité versus fiction, l'acteur Youssef Saadi, comme je l'ai dit, le coup d'État qui va durer dans le récit national et politique. C'est-à-dire le jour même du tournage du film, on a un coup d'État. Allez vous en sortir par la suite. Une consécration du récit expurgé, donc politique variable, de l'histoire. Puisque les véritables acteurs de la bataille d'Alger n'ont pas été filmés, ils sont interdits, on a consacré la règle que l'on peut révisiter l'histoire en fonction des besoins politiques. Et c'est devenu quelque chose d'admis. 3, plutôt, on est à 4, un imaginaire du décolonial international. On a consacré quelque chose que je trouve qui n'a pas été peut-être assez réfléchi. C'est qu'on a légitimé la violence comme étant un instrument qui est capable de nous mener à la liberté. Et on a créé ce que j'appelle, moi, une théorie de la fin heureuse. On utilise la violence pour aller vers l'indépendance et on arrête la réflexion au moment de l'indépendance pour dire que la violence a été légitime. Mais on oublie la filiation de cette violence jusqu'à la guerre civile. On oublie que le choix de la violence, qui peut être légitime ou pas selon certains, n'est pas sans conséquence par la suite. Il y a un lien entre ce qu'a vécu l'Algérie à l'époque, le choix fait par certains pour acquérir l'indépendance et la conséquence sur la notion de liberté jusqu'à maintenant. Un verrouillage moral de la guerre sur la question de la torture. L'armée française torture, de l'autre côté nous avons des torturés. Donc nous avons un verrouillage moral et éthique. Les mauvais sont de ce côté-là et les bons sont de l'autre. Les bons sont de l'autre. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé après 1962, la crise de l'été, les massacres, les assassinats, tout cela est expurgé. La bataille d'Alger masque la réalité. Une racialisation des origines du récit collectif. Pas de juifs, pas d'Algériens pro-français, pas de Français algériens pro-indépendance. Enfin, l'unanimité nationale. Nous sommes un peuple uni, unanime, qui avons mené une guerre contre l'autre. Et nous l'avons vaincu, ce qui n'est pas la vraie réalité.
Nous l'avons vaincu parce que nous avons une position morale. Ali Lapointe était un joueur, n'était pas un proxénète. Il n'y a pas eu d'usage de la violence. Ponto-Corvo, dans son film, il y a une scène qui a été l'objet d'un litige. C'est la scène où des femmes déposent des paniers avec des bombes dans des bars, où on voit un enfant hurler. La scène a été contestée par la partie algérienne, parce qu'ils voulaient une histoire mythifiée. À la fin, nous avons une histoire unanimiste, c'est-à-dire une histoire, comme dit le slogan algérien, où il y a un seul héros, le peuple. C'est une histoire unique, d'unicité, qui refuse la pluralité, la différence, la liberté, la contestation, et par la suite la construction d'une démocratie. C'est un film qui me fascine, c'est un film qui me bouleverse, et c'est un film qui m'interroge parce qu'il pose les vraies questions. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'histoire? Est-ce que l'histoire, c'est une fiction mieux documentée? Ou à quoi sert la réalité? Et puis, est-ce que la réalité est possible dans des pays où la fiction est armée? Merci. Merci Kamel Daoud pour cet exposé très puissant, je crois, qui nous parle beaucoup. Vous avez choisi de parler du cinéma plutôt que de littérature. Ça me paraît un choix intéressant pour parler d'une œuvre qui mythifie l'histoire d'un pays qui s'est libéré du joug colonial. Et je crois que vraiment, là, vous nous décrivez des usages qui sont des usages finalement assez communs de l'œuvre d'art, de l'épopée, etc. Qu'il s'agit de créer une sorte de mythe national. En France, il y a des films qui jouent un peu ce rôle-là pour la Seconde Guerre mondiale. Je pense à un film comme Paris brûle-t-il, qui décrit la libération de Paris. Et je pense que des historiens d'aujourd'hui, quand ils voient ce film, disent que ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Est-ce que j'ai l'impression, en vous écoutant, c'était assez très intéressant que vous reconnaissez une puissance esthétique à ce film, une réussite en tant qu'œuvre d'art. Mais c'est l'usage qui en est fait, ou est-ce que c'est le film lui-même qui est en soi pervers, en quelque sorte? Pervers, ça dépend de où on est par rapport à la ligne. Je veux dire, pour quelqu'un qui a une ambition politique ou qui a un besoin de récit national cohérent, unanimiste, ce n'est pas pervers, c'est l'orthodoxie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire, bien sûr, on a l'impression que c'est un débat qui est tranché. Il y a la réalité qui est majeure, elle est unanime, elle est là. Je vous touche, je vous regarde, je vous dévore, je vous tue. Alors que la fiction, vous me lisez, vous m'admirez, ou je vous admire et je vous lis. Je n'ai pas l'impression que la réalité soit quelque chose de consacré. Je ne suis pas fou, mais je crois que nous sommes des êtres de narration. Nous transformons le réel en fiction d'une manière permanente. Le réel est quelque chose de dur et de monstrueux que nous ne pouvons pas accepter. Le réel, c'est le deuil, c'est la perte, c'est le chagrin, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la solitude. Ces moments qui suspendent le langage et la narration. Nous ne sommes pas des êtres capables de supporter la réalité. Nous sommes des êtres de narration et de cohérence. Nous avons un besoin de sécurité et donc nous avons un besoin de rendre le réel cohérent. Est-ce que nous sortons de la fiction? Très rarement. J'en connais très peu qui sortent de la fiction. Quelques artistes, quelques grands tableaux, quelques œuvres majeures, mais nous ne sommes pas des êtres de réalité. Donc ce qui m'intéresse dans ce film, ce n'est pas l'usage politique pervers. On est dans une production de récits mythifiés sur soi à destination de l'autre. C'est comment ce récit est devenu une orthodoxie, y compris pour l'Occident. C'est-à-dire, on a consacré l'image d'une guerre ou d'un mouvement indépendantiste un peu anobli, purifié, réduit à des mécanismes très simples, et par la suite admis par les Algériens eux-mêmes comme étant une réalité, et de l'autre côté comme étant aussi une réalité. Et ce contrat entre un besoin occidental de mythifier
un mouvement indépendantiste, et ce besoin local d'en faire un mythe indépassable, c'est ce qui me fascine. En fait, ce qui me fascine, c'est la question de la réalité et comment on fait pour la rejeter, pour la mettre de côté. Le film, vous l'avez dit, n'a pas été montré pendant la guerre civile. Exact. Alors, d'après ce que disent tous les... mon souvenir, mais aussi ce qui est dit par beaucoup, il n'a pas été montré en France à sa sortie pendant des années. C'est en 2004 qu'il a été diffusé en France. Mais en Algérie, pendant la guerre civile, c'est l'ambiguïté du récit. C'est-à-dire des gens qui déposent des bombes, des gens qui sont torturés pour qu'ils donnent des aveux sur leurs complices. On est dans un moment où la légitimité est un peu vacillante. Qui est qui? Parce qu'avant, durant la guerre de libération, les choses étaient claires dans la mythologie. Il y avait les Français et les Algériens. On arrive à une guerre civile où les choses ne sont pas claires. On est à la fois le meurtrier, le tortionnaire, la victime et le mort. Et c'est une guerre honteuse. C'est une guerre qui nous rappelle à, justement ce que je disais tout à l'heure, une filiation niée de l'usage de la violence. Dans un pays où on a consacré la violence comme étant un instrument de changement politique, il faut faire un travail monstre pour convaincre les générations suivantes que ce n'est pas par la violence que les choses changent. Et je crois qu'à un moment où on a trop donné de la légitimité au discours de violence, après on n'a pas su quoi en faire, au moment où la violence était là. Donc ne pas le montrer, c'était aussi une façon d'apaiser la situation, peut-être, de ne pas... Parce que vous avez dit qu'il y a une dimension stratégique, en fait, c'est aussi une leçon de guerre qui est donnée dans le film. C'est ce qu'on aime croire, et c'est comme ça que la bataille d'Alger est toujours présentée. C'est pour ça que j'ai cité Ponto Corvo qui disait « mais ce n'est pas un film qui apprend à faire la guerre, c'est un film qui apprend à faire les films ». C'est une mise au point que je trouve fantastique, alors que le film est considéré comme étant un manuel de guerre. Et c'est ce qui me préoccupe et ce qui, à la fois, m'interroge. C'est ce glissement-là. Et puis, on en arrive à la question avec laquelle j'ai commencé, quelle est la légitimité de la violence? Parce que c'est la question qu'on se pose jusqu'à maintenant, pour des conflits maintenant. Est-ce que tuer l'autre me mène à la liberté, ou est-ce que le tuer m'a servi à la violence que j'ai conçue comme étant un instrument dans ma libération? C'est une question qui m'interpelle. Et quel est l'usage actuel par le pouvoir algérien du film? Il est montré normalement à la télévision ou, Encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'on mène une guerre imaginaire contre la France depuis quelques mois. Donc je pense que le film s'impose. Oui. Et alors, quelle place vous donnez à la littérature dans cette histoire-là? Parce qu'en fait, vous êtes parti c'était très, très amusant ce que vous avez dit sur une sorte d'échange de positions entre la Bible ou le Coran d'un côté et les Mille et une nuits de l'autre. Et qu'est-ce qu'on considère comme étant réalité? Qu'est-ce qu'on considère comme étant fiction? Et dans les deux cas, au bout du compte, on est peut-être dans de la fiction, hein, on déplaise... J'aime bien la réponse de Benveniste, je crois, qui disait que le dialecte, c'est plutôt une langue, c'est un dialecte avec une armée. Moi, je pense que la réalité, c'est une fiction avec une armée. C'est-à-dire, quand on a de la puissance pour l'imposer, vous voyez, tout le récit communiste, quand on le lit dans des ouvrages majeurs de Démétrio ou d'autres écrivains de Kundera ou de l'Europe de l'Est, nous avons affaire à une fiction qui est maintenue par de la violence. C'est à partir de ce moment-là qu'elle devient de la réalité, c'est-à-dire de la réalité qui n'est pas réelle, mais qui est imposée. C'est ce qui m'interroge dans la littérature. Et c'est pour ça que j'ai l'impression, c'est une des explications, c'est ce rapport trouble qu'ont les dictatures avec la littérature. On a l'impression que c'est une concurrence de fiction. On a l'impression que le dictateur veut être le seul écrivain, mais qui ne sait pas écrire. Et donc, il punit ces gens-là qui savent écrire et qui écrivent des histoires alternatives à la sienne. J'avais imaginé il y a très longtemps une histoire que j'ai écrite, que je n'ai pas publiée, c'est l'histoire d'un dictateur qui veut écrire sa biographie, mais il consacre les 10 premiers chapitres à se choisir une date de naissance noble. Donc, une fois c'est celle de Napoléon, après celle de Moïse, et chaque fois il découvre dans la biographie de son idole une petite faille, donc il change de date de naissance. Et toute sa biographie, c'est à la quête d'un moment pur, de naissance pure et absolue et noble. Donc en fait, ce rapport, il est fantastique. On le retrouve maintenant, je voulais parler de Sansal, on le retrouve aujourd'hui dans ce rapport à l'écrivain. Qu'est-ce qu'on lui reproche, en fait? D'avoir donné une opinion, de s'être exprimé, ou bien d'écrire en français, ou bien d'écrire en français tout en étant franco-algérien, ou bien d'être franco-algérien qui écrit en français et qui a eu
quand même l'audace de revenir en Algérie. Ou bien est-ce l'écrivain franco-algérien qui écrit en français et qui revient en Algérie et qui a été à Jérusalem? Ou bien tout le reste. Donc, le rapport à l'écrivain, c'est un rapport d'ambiguïté à la fiction. Là où on n'admet pas l'ontologie de la fiction, c'est-à-dire son droit, son alternative, sa concurrence au réel, on ne peut pas accepter l'écrivain. On l'emprisonne, on le tue, on interdit ses livres. Et c'est très emblématique de voir que les dictatures et la littérature ont toujours des rapports d'exclusion. L'un ne tolère pas l'autre. Vous savez, ce que vous décrivez, c'est exactement ce que Platon avait mis en scène dans la République en chassant les poètes de la cité idéale qu'il construisait. On dit souvent que c'est une manière de chasser toute poésie et toute fiction. En fait, c'est pas exactement ça que dit Platon. Quand on regarde l'argumentation, Socrate, qui est à ce moment-là le porte-parole peut-être de Platon, imagine une cité où le monopole de la fiction revient à l'État. Il faut que la fiction soit autorisée par l'État. Il faut que ce soit on ne va peut-être pas demander aux écrivains, aux poètes de dire la vérité sur les choses. La vérité serait de toute façon peut-être nuisible, mais on va leur dire de dire une vérité qui sera utile à l'État et qui aura été autorisée. Donc en fait, le fameux bannissement des poètes par la République de Platon, c'est en fait l'instauration d'un monopole d'État sur la fiction, exactement ce que vous dites. Et le mythe platonicien, celui qui est proposé par Socrate dans la République et dans d'autres textes, c'est en fait une fiction, mais qui est une fiction qui est censée dire la vérité et la dire de manière efficace. Donc en fait, il y a là une situation qui est vraiment qui remonte aux origines même de la littérature et de la pensée politique occidentale, en tout cas grecque, savoir cette idée de concurrence entre des fictions libres d'un côté et des fictions d'État de l'autre. Oui, mais l'Occident n'a pas le monopole. Oui. C'est que si vous lisez le Coran, vous trouvez des mêmes versets qui condamnent les poètes. Les poètes ne sont suivis que par les gens futiles. Vous les voyez errer dans les vallées sombres. Ces gens qui sont concurrentiels de la vision prophétique et justement de l'autorité politique naissante sont là. Les poètes n'ont pas été tolérés, n'ont jamais été tolérés. Il y a un grand poète que je suis en train de relire, il s'appelle Abu Nuwas, c'est un poète du vin, de la sexualité, de l'homosexualité. On est au 8e siècle, 9e siècle, je crois. Et c'est un poète dont j'aime bien la biographie parce qu'elle est pleine d'anecdotes. Elles n'ont même pas besoin d'être vraies parce qu'on peut les vivre chaque jour. Quand le père, qui est Haroun Rachid, le calife emblématique de l'âge d'or abbasside, est décédé, son fils Al-Amin prend le pouvoir. Ce qui est extraordinaire, c'est que Abu Nuwas était son maître quand il était candidat au pouvoir. Donc il s'amusait avec lui, il sortait avec lui, il faisait les bars avec lui, etc. Al-Amin prend le pouvoir, il garde Abu Nuwas, qui est un poète extraordinaire, il le garde dans la cour. Alors, ce qui était étrange à l'époque, c'est que chaque 3 mois, il changeait d'attitude. Parfois, il le fouettait, il le mettait au fer. Et d'autres fois, il le décorait, il l'invitait à chanter, et il le gratifiait, il le payait. Et les gens s'étonnaient. Nous, on s'étonne maintenant. En fait, Al-Amin avait un usage politique du corps du poète. Quand il voulait faire passer un message aux religieux qui prenaient trop d'emprise, il laissait la liberté à Abu Nuwas de déclamer ses poèmes. Ça les calmait. Mais quand les libéraux prenaient trop de pouvoir, ils mettaient Abu Nuwas au fer. Ça les calmait. Le poète, c'est le corps du délire politique. C'est le corps du pouvoir et de la perte du pouvoir. C'est le corps messager. Quand on le maltraite, quand on attaque un écrivain algérien ou on le met en prison, le message n'est pas uniquement pour lui, il est pour tous les candidats à la fiction alternative. Il est pour ceux qui vont venir. Le message n'est pas pour les écrivains qui écrivent, il est pour les écrivains qui seraient tentés d'écrire par la suite. Le corps du poète ou de l'écrivain, c'est un corps politique. C'est un corps qui le dépasse. Le seul corps qui soit un peu équivalent, mais dans la tragédie beaucoup plus grande, c'est le corps de la femme. Et en dessous, c'est le corps du poète.
Non, et on entend bien dans ce que vous dites quelque chose qui concerne aussi Boualem Sansal et son sort aujourd'hui. Effectivement, cette question du double corps de l'écrivain m'avait beaucoup intéressé dans un livre sur Vie du lettré, où je distinguais entre le corps restreint de l'écrivain, qui est son corps physique, et son corps étendu, qui est en fait l'ensemble de ses œuvres. Et en vérité, toucher à l'un, c'est aussi toucher à l'autre. Et effectivement, servir de modèle. Il y a aussi le roi, un dernier, le double corps du roi, selon Kantorowicz, effectivement, qui est le roi, la femme, l'écrivain. Il y a aussi une sorte de triade ici qui me paraît intéressante. Concernant ce poète dont vous parlez, il y a eu, je crois, il y a un an, vous connaissez peut-être un film qui a été réalisé par une réalisatrice belge, me semble-t-il, où elle explique comment, enfin, elle a filmé la façon dont, c'était une fiction ou un documentaire, je ne sais plus trop, je n'ai pas vu, mais je l'ai entendu parler, et ça m'avait tout à fait frappé. Elle essaie d'apprendre à des élèves d'origine arabe, immigrés, une littérature arabe différente de celle qu'ils connaissent, différente du Coran, et en particulier, elle leur fait lire ces textes-là de ce poète, comme vous dites, homosexuel, etc., donc qui ne correspond pas au canon religieux, disons, normal, et elle en fait une sorte de, justement, d'instrument libératoire hein, pour des élèves qui sont en recherche d'une culture arabe qu'ils ont un peu perdue et qu'il faut retrouver. Donc il faut montrer la diversité d'une littérature qui va dans beaucoup plus de directions qu'on ne le croit et que ne voudraient le faire croire les plus religieux, me semble-t-il. Non, tout à fait. Bon, moi, je suis partisan. Moi, je pense que ce qui décloisonne, ce qui nous permet de voyager, mais surtout, ce qui nous permet de concevoir l'altérité, c'est la littérature. Quand j'étais enfant, dans un petit village socialiste algérien, il n'y a pas plus ennuyeux qu'un village socialiste algérien des années 80, croyez-moi, sans électricité. Donc, la littérature m'a appris que l'autre existe, que l'autre a des raisons différentes, que le reste du monde existe et que le monde ne tourne pas autour de notre conception. Ça peut paraître quelque chose de secondaire et de très futile maintenant, mais pour l'enfant, c'était la grande révélation. L'autre peut penser différemment. Et ma vérité n'est qu'une opinion, n'est qu'un avis, n'est qu'une conviction, mais elle ne peut pas être la vérité. Ça a été le grand chemin. Pour moi, la culture et la misère culturelle sont les grands enjeux de notre époque. Là où on n'a pas accès à la culture, on finit par vouloir tout mettre dans un seul livre et croire qu'il explique le monde. Et finalement, on a des autodafés monstrueux où c'est un livre qui brûle le monde plutôt que le monde qui brûle les livres. Et là où la culture existe, cela nous rappelle l'existence de l'autre, de l'insulaire, de l'île, de la différence. Et je pense que la littérature, elle nous sert à tous à suspendre le jugement sur les autres. Vous savez, on lit un roman, et on peut aimer un monstre dans la littérature. On le condamnera plus tard dans la conversation, mais dans la réalité, je lis Nabokov, je lis Lolita, c'est un monstre. Je lis Dostoïevski, il invente des monstres magnifiques d'ailleurs. Mais la littérature n'est pas l'éthique, n'est pas la morale, elle est suspensive de nos jugements et donc de nos appartenances. C'est ce qui nous permet de nous rencontrer quelque part. C'est la culture, c'est la littérature, c'est l'art. Le reste, ce sont des drapeaux. C'est très beau ce que vous venez de dire. On pourrait terminer sur... Voilà, on a parlé de cinéma et on arrive à la littérature. Et vous avez dit, au bout du compte, il n'y a que collision de discours, de mythes, de fiction les uns avec les autres, ce qui fait écho à des choses qu'on entend lorsqu'on lit lorsqu'on lit Don Quichotte, parce qu'en fait, ce qu'on prend au départ comme dans Don Quichotte comme étant une mise en accusation des fictions et des mythes, en fait, on comprend que c'est en fait un éloge de la fiction comme seul moyen libératoire par rapport à une réalité qui est une réalité de toute façon oppressante et terrible. Je voudrais en revenir justement par là à Houri, votre roman, qui est le dernier roman, qui est le prix Goncourt, parce que justement, ce qui est très frappant, c'est que la dimension mythique, elle est là dans ce texte. Enfin, on est vraiment dans l'affirmation d'une dimension éminemment littéraire et poétique du discours et de la création d'un mythe hein, qui est très très fort, de cette femme qui ne peut pas parler. Et en même temps, c'est un texte qui veut dire le réel. C'est-à-dire qu'il veut, vous donner une version de cette guerre, une version de cette guerre civile qui a sévi en Algérie pendant 10 ans. Et
Et je vois vraiment dans l'affirmation de la littérarité, de la poéticité, du caractère mythique de tout ce qui est raconté avec pour ceux ou celles qui ne l'ont pas lu, il faut lire ce texte qui est un véritable tour de force littéraire, narratif. Enfin, c'est vraiment, vous êtes embarqué dans quelque chose qui est une sorte de recréation de la réalité, dans un discours, dans une voix. Hein, c'est une voix, le fait que l'on suit de bout en bout. Et c'est à la fois aussi, en même temps, une transfiguration de la réalité. C'est-à-dire que celles et ceux qui vous accusent d'avoir... ici et là, me semble-t-il, parfois pris des exemples qui étaient dans la réalité, en fait, n'ont pas lu ce texte, qui est un texte précisément éminemment littéraire et mythique. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est ça que vous avez voulu faire ou est-ce que je me trompe? Non, je pense que c'est le propre de notre époque de commenter des livres qu'on n'a pas lus. Je pense que beaucoup de radicalité puisent leur force dans cette ignorance organisée. Je parle de ce que je ne sais pas et je le fais avec beaucoup de savoir. C'est quelque chose qui peut expliquer un peu la radicalité. La deuxième des choses, c'est que le rapport entre fiction et réalité est très trouble dans des pays justement où la fiction est contrôlée, où on a une volonté de contrôler la fiction. Troisième point, c'est que je suis franco-algérien, c'est-à-dire je suis un sujet, mais aussi un objet politique. On m'interroge d'abord sur l'usage que je fais de la langue. Par exemple, on ne pose pas la question à Houellebecq, pourquoi il écrit en français. On me la pose à moi. Moi, si je réponds que j'aime bien la langue française et donc j'écris en français, ce n'est pas satisfaisant. Il faudrait que je raconte que j'ai été frappé et fouetté par un prof arabophone qui ne m'aime pas. Le traumatisme serait plus assouvissant. Ce que je veux dire, c'est que il y a le fait que vous soyez un sujet politique entre deux pays, que vous soyez à la limite soupçonné de ne pas être capable de fiction, mais uniquement d'essais et de messages. Camus a vécu la même chose. Camus, on le soupçonne dans son aptitude et son talent fou de la fiction. Qu'est-ce qu'il veut dire derrière la peste? Oui, mais c'était parce qu'il voulait dire ceci et cela. Au fait, non. Quand on a besoin d'affirmer une idée, on écrit un essai. Quand on n'a pas de réponse à une ambiguïté majeure, on écrit un roman. Le roman n'est pas un genre réponsif, c'est un genre interrogatif. Plus la question est majeure, est affinée, plus on a du talent dans l'écriture. Les réponses, c'est le métier des morts, des politiciens ou des religieux. Ce n'est pas le métier des écrivains. Donc on met de côté les réponses et on garde les interrogations. Le troisième point, c'est que vous êtes imbriqué dans une histoire collective qui vous empêche de vous émanciper. Il faut faire confiance au temps. J'écris ce roman, de l'autre côté, par le régime, ça a été perçu comme étant une réponse de la France au culte de la guerre d'indépendance. Et donc le message français serait « vous avez commis et fait une autre guerre, vous pouvez vous en occuper au lieu de parler de la première ». Ce n'est pas vrai, mais c'est comme ça que ça a été perçu. Donc à partir du moment où ce roman est consacré en France, il est interprété comme un message de l'autre côté. Donc on n'y échappe pas. Ici aussi, dans le sens inverse, on n'échappe pas. On parle d'une guerre ignorée, de l'usage de la langue intérieure par rapport à la langue extérieure, du rapport de la langue française, etc. Est-ce que je suis tolérable comme un écrivain de l'universalité? Généralement, dans les conférences, je commence par cette phrase en disant que je suis le centre du monde, moi aussi. Donc je peux raconter tout, comment la Terre tourne autour du Soleil et comment ça tourne autour de moi. Ce nombrilisme universaliste, j'en réclame le droit. Comment s'en sortir? J'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je dois écrire des romans, quitte à être surinterprétés, ou est-ce que je dois faire justement des éditoriaux et puis je serai en balle de ping-pong dans une sorte de binationalité, etc. Et au fait, j'étais toujours dans la position honteuse, alors que je devais m'admirer. Je suis la victoire algérienne parce que je suis francophone, et je suis la victoire française parce que je suis francophone. Et au fait, le fait d'être francophone, écrivain et binational, je suis la victoire des deux, mais ils ne le savent pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais écrire des romans, et le temps épuisera l'interprétation politique. Hermann Hesse écrivait des romans. On est au début du siècle dernier. Il écrivait des romans pendant une guerre. Il écrivait des romans pendant une guerre qu'il a refusée. Ses positions étaient connues. Il faut lire sa correspondance avec Romain Rolland, par exemple, sur la guerre, etc. Il a très mal vécu ce pacifisme à l'époque. Il l'a payé d'une manière, dépression, maladie, etc. Mais qui se souvient des affres de Hermann Hesse en lisant Le Loup des steppes maintenant? Personne. Le but, ce n'est pas de répondre aux questions de son époque, c'est de les dépasser. C'est d'écrire des romans qui dépassent les conceptions, les visions et les blocages d'une époque
et de laisser un roman, plutôt que de laisser des réponses à des questions. Le roman doit dépasser ces deux lectures-là. Houri, j'espère qu'il sera lu à l'avenir comme un roman de résurrection. Il répond plus ou moins à une interrogation profonde. Qu'est-ce que être heureux? Est-ce oublier ou est-ce s'en souvenir pour s'en sortir? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après nos morts? Est-ce que nous devons imiter les morts pour qu'ils nous pardonnent de leur avoir survécu? Ou est-ce que nous devons vivre 4 vies, 5 vies, parce que c'est ce qu'ils nous demandent de l'au-delà, de vivre le restant de leur vie dont ils ont été privés par accident, par destin, par n'importe quoi. Et donc la question véritable, c'est la question de la résurrection et du salut pour moi. Elle n'est ni algérienne, ni française. Tout cela m'atteint, tout cela me déstabilise parfois, mais j'ai la patience du pèlerin. Je dois écrire d'autres romans. Et un jour, je ne laisserai que des romans. Je ne laisserai pas autre chose, ni des réponses à des attaques, ni des réponses à des diffamations, ni des explications. Je veux laisser de l'œuvre et de l'ouvrage. C'est ce qui, peut-être, me sauvera un petit peu de la mort.